Le Béthel et l'Arrequier, texte tiré des légendes des terres sereines, écrit par Pham Duy Kim, des éditions de la Frémillerie. Le Béthel et l'Arrequier. Cette légende est une des plus connues de l'Annam. Probablement très vieille, elle présente autour d'un fond commun assez mince des détails différents suivant les traditions. Et il est parfois difficile de choisir entre eux. Sous le règne du 4e roi Hongwon, du 3e, disent certains, un mandarin du nom de Cao avait 2 fils, Tan et Lang, qui, sans être jumeaux, se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, au point que leur propre mère les confondait entre eux. Ils étaient très beaux, ils s'aimaient tendrement, et on ne les voyait jamais l'un sans l'autre. Les 2 frères étaient encore jeunes, de 12 à 14 ans, disent les uns, 17 et 18 ans selon les autres, quand un incendie enleva leurs parents avec tous leurs biens. Se trouvant du jour au lendemain sans ressources et sans amis, ils partirent ensemble chercher du travail au loin. Le hasard les fit frapper chez le mandarin Lu, un homme très pieux, qui avait connu leur père. Il les accueillit chez lui et se prit d'affection pour eux, d'autant qu'il n'avait point de fils, mais seulement une fille. Bientôt, il voulut la donner à l'un des orphelins. Ces derniers étaient tous deux sensibles aux attraits de la jeune fille, qui de son côté ne savait comment choisir entre les garçons aussi semblables de visage et d'esprit. Ils rivalisaient d'ailleurs de générosité entre eux, chacun voulant céder à son frère la main de celle qui commençait à aimer. Le mandarin fit préparer par sa fille un repas à leur intention. Espérant découvrir une solution au cours de la rencontre, sur son ordre, la jeune fille apporta 2 bols de bouillie de riz, avec une seule paire de baguettes, et les leur présenta. Sans réfléchir, le cadet prit les baguettes et les offrit, comme il le devait, à son aîné. Le mandarin désigna ce dernier pour son gendre. Dans son affection pour son frère et dans sa volonté de suivre son devoir, Lang triompha aisément du penchant qu'il avait pu éprouver pour celle qui devenait sa belle-sœur. Cependant, Tan, tout à son nouveau bonheur, négligea les liens du sang et délaissa Lang. Celui-ci souffrit beaucoup dans son isolement, d'autant que les sentiments qu'il nourrissait pour son frère et sa belle-sœur étaient forts et purs. Un matin, n'y tenant plus, il quitta la maison commune. Longtemps, il alla droit devant lui, insensible à la fatigue, jusqu'au moment où il rencontra un fleuve qu'il ne put traverser. Il s'assit sur la rive et, pensant à son pauvre sort, il mourut de douleur. Il fut métamorphosé en une pierre. Quand son frère s'aperçut de sa disparition, il comprit et se reprocha de son égoïsme. Plein de remords, il partit à sa recherche. Au bout de quelques jours de marche, il parvint au bord de la même rivière. Épuisé, il s'assit par terre, à côté de la pierre contre laquelle il s'appuya. Il fut changé en un arbre au tronc droit, terminé par une touffe de feuilles. La femme, inconsolable de son absence, partit à son tour sur ses traces. Elle réussit à se traîner jusqu'au pied de cet arbre, qu'elle embrassa pour ne pas tomber, et pleura en pensant à son mari, jusqu'à en mourir. Elle fut transformée en une plante grimpante qui s'enroula autour du tronc élancé. Avertis par un songe, les habitants de la région élevèrent un temple à la mémoire des 3 amants, malheureux. Sur le fronton, on pouvait lire ces caractères, frères unis, époux fidèles. Plus tard, au cours de l'année de sécheresse exceptionnelle qui marqua la fin du règne du 4e roi Hongwon, tandis que tous les autres végétaux dépérissaient, l'arbre et sa liane demeuraient seuls verdoyantes, au milieu de la désolation environnante. À la nouvelle du prodige, de toutes parts les pèlerins affluèrent au temple. Le roi lui-même s'y rendit, et ce fut alors qu'il apprit les notables du village l'histoire des 3 métamorphoses. Il en fut frappé, et cherchant à pénétrer les intentions divines, il interrogea ses conseillers, mais personne ne trouva de réponse. À la fin, le ministre de la Justice, un grand et sage vieillard, dit au roi, « Sire, quand on veut s'assurer de la consanguinité entre frères et sœurs, ou de la paternité d'un bâtard, on fait saigner les intéressés, et l'on recueille leur sang dans le même bol. Si le mélange est intime après la coagulation, la réponse est positive. Nous pourrions peut-être écraser ensemble des feuilles de la plante grimpante, avec un fruit de l'arbre et un fragment de cette pierre réduit en poudre. » L'avis fut écouté. On chauffa la pierre, qui s'effrita. On broya le mélange,
qui prit bientôt une belle couleur rouge. L'épreuve était concluante. Le vieux ministre conseilla alors Hong Wong de faire rependre la culture de ces deux plantes, et elles devinrent, sous les noms d'Aréquier et de Bétel, le symbole de l'amour fraternel et de l'amour conjugal. On commença par faire mâcher les feuilles et les noix avec un peu de chaux par les jeunes mariés ou par les frères et sœurs, afin d'entretenir l'affection commune. Puis, l'habitude se propagea très vite de chiquer dans toutes les rencontres entre gens qui se connaissent ou veulent faire connaissance. De nos jours, on trouve encore, surtout à la campagne, des amateurs pour ce mélange un peu grisant, qui peut paraître amer pour un étranger, mais qui, réservé à ses derniers amis, sa fraîcheur, son parfum et sa douceur, mariés à sa légère amertume. Si la chique de Bétel était ainsi devenue l'entrée en matière de toute conversation, comme disait le vieil adage rythmé, l'usage en était particulièrement observé à l'occasion des grands événements de la vie, naissance, mariage, décès, ainsi que dans toutes les cérémonies religieuses, publiques ou privées, pour un mort, un ancêtre, une divinité. La chique de Bétel constituait avec le bol d'eau fraîche l'offrande la plus pure. Mais c'était autour du mariage et de l'amour que la coutume gardait sa signification première. Traditionnellement, tout entretien galant commençait par l'offre d'une chique de Bétel, entre personnes de sexes différents. C'était une invitation et une avance. En l'acceptant, vous vous engagiez, plus ou moins, suivant les circonstances. Il fallait donc savoir refuser à l'occasion, comme la jeune fille de la chanson. Ce matin, je vais cueillir du mûrier. Je rencontre deux pêcheurs assis sur une pierre. Tous deux se lèvent et m'adressent la parole. Où va-t-on de ce pas rapide, la belle ? Messieurs, je vais cueillir du mûrier. Tous deux ouvrent leur sac et m'offrent du bétel. Messieurs, mes parents me voient bien répéter. Une jeune fille n'accepte pas le bétel d'un étranger. Dans les fiançailles, le bétel et la noix d'arec présentés par les parents du jeune homme étaient distribués par la famille de la fiancée à tous leurs parents et amis pour annoncer la bonne nouvelle. Si, dans la suite, pour une raison quelconque, on revenait sur sa promesse, on devait restituer ses cadeaux rituels. Tout comme ailleurs, une jeune fille qui reprend sa parole renvoie la bague de fiançailles. Pour les noces, les mêmes pièces essentielles figuraient à leur place. Et même de nos jours, s'il vous arrive de rencontrer un cortège à l'ancienne mode, vous pouvez voir encore les porteurs de grands plateaux ronds, en équilibre sur leur tête, chargés de régimes de noix d'arec et de feuilles de bétel, et recouverts d'une serviette rouge, couleur de félicité. Autrefois, vous ne pouviez pas entrer dans une maison anamite sans trouver sur le lit de camp de réception la grande boîte ronde laquée de rouge ou incrustée de nacre qu'on ouvrait dès que vous étiez assis. Elle offrait, bien rangée, dans les petits compartiments d'un plateau mobile, tous les éléments et accessoires de la chique de Bétel. Noix fraîches découpées en quartiers succulents, noix sèches dorées aux bords gracieusement recourbés vers leur cœur de graines brunes. Et indispensable voisine, vert clair tirant vers le jaune ou vert foncé grave et sûr. Les feuilles de Bétel enroulées sagement couchées comme vos cigarettes en étages réguliers. À côté, voici de la racine taillée en lame rose. Enfin, le minuscule étui à chaud, souvent d'argent, avec sa curette fine pour la pâte d'un blanc pur. Sous le plateau, dans le ventre de la boîte, dormaient en réserve des feuilles de Bétel, des noix intactes, sous leurs écorces vertes, avec un couteau rectangulaire, large et court, tranchant comme un rasoir, et la petite serviette rouge pour l'essuyer. Tout anamite qui a atteint aujourd'hui un certain âge a pu voir dans son enfance sa mère enseigner à ses sœurs à préparer la chique de Bétel. Comment enlever la tête de la noix d'arec et son écorce, la trancher ensuite en quartiers bien nets, en la tenant fortement et délicatement à la fois dans le creux formé par l'extrémité des doigts de la main gauche. Comment couper les deux côtés de la feuille de Bétel avant de le rouler en commençant par la pointe, pour la fermer ensuite avec son propre pétiole taillé en biseau et piqué en son milieu, sans oublier de la beurrer auparavant. À l'intérieur, d'une parcelle de chaux, bien dosée, dans certaines familles, les jeunes filles savaient donner à la feuille des formes variées, en aile de phénix par exemple. Mais on pouvait montrer toute son habileté dans la confection d'un morceau ordinaire, en cylindre régulier, de dimension agréable à l'œil, doux et ferme au toucher, d'une élasticité égale dans toutes ses parties. De nos jours, l'usage et le rite du Bétel tend à disparaître dans les villes, en même temps que l'antique coutume des dents teintes en noir.
Nos jeunes filles, si elles apprennent encore un peu de pâtisserie avec la couture et la cuisine, sans compter les programmes intellectuels, ne s'exercent plus dans l'art des œufs et d'arranger un plateau harmonieux. Aussi bien, aucun jeune homme ne leur tendra plus comme gage de sa foi sincère la forte branche d'aréquier, enlacée à la fraîche liane de Béthel.